Hop. Ok, super. Bah, du coup, ouais, Thomas, on voit ton écran, c'est bon. Mhm. Parfait. Bon, en attendant, je peux commencer à présenter doucement Time. Et puis comme ça, on va laisser le temps à quelques Hop. personnes de plus de se connecter si ça vous va. Ah, et je vais en profiter pour faire monter Enza. Hop. Alors, je suis le seul à voir, je vois deux diapos, moi. Oui, je pense qu'on a ton mode. Ah, je sais pas si c'est Ouais. un mode présentateur, mais T'es en mode présentateur, enfin, t'es dans un mode où on voit les deux diapos, Thomas. D'accord. Bonsoir. 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 Je vous présente Enza. Enchantée. Je commence rapidement avec une présentation de Time et après on présente la planète agro, nos intervenants et on fonce. Ça vous va? Et alors, juste pour partager l'écran pour la diapo, je pourrais le Normalement, faire ou c'est toi qui partages du coup? Normalement, tu as les droits, c'est bon. Donc, tu peux la mettre quand Thomas, si c'est OK pour toi, Thomas. C'est mieux pour vous, là? Enfin, attendez. Oui, c'est bon, Thomas. Là, on voit en plein écran. C'est C'est bon. parfait. Et bien, c'est parti. Alors, je vais juste représenter Time en 2 secondes, même si j'ai l'impression qu'on a quand même beaucoup d'associés dans la salle. Donc, Time, c'est une entreprise à but, Time for the Planet, une entreprise à but non lucratif qui a pour objectif de lever 1 milliard d'euros pour financer 100 innovations qui vont avoir un impact majeur sur le dérèglement climatique. Donc, l'idée, c'est de réduire les émissions à grande échelle par des innovations, par des nouvelles entreprises, ou de trouver des moyens de stocker du carbone, toujours dans l'idée de s'appuyer sur des modèles économiques qui sont viables, donc par des innovations qui ont un vrai business model. Donc, on est quasiment 30 000 associés et n'importe qui peut devenir actionnaire et donc s'investir dans Time. Et on est quasiment à 6 millions d'euros de levée. Et donc, ce soir, on est là avec la planète agro, donc une partie de Time et tous les associés en gros qui sont liés au vivant. Je ne sais pas si Enza, tu veux présenter, sinon je continue, comme tu veux. Oui, alors la planète agro, ça rassemble en fait l'ensemble des ingénieurs agronomes, agroalimentaires, tous les passionnés en fait des domaines du vivant. Et puis en fait, ça a aussi l'objectif de grandir, de se faire connaître. Et on fait plusieurs études, par exemple, sur la recherche des puits de carbone naturels, sur justement, c'est pour ça qu'on a mis en place ce CEDEB Agro pour aussi partager les connaissances autour de les liens entre tous ces domaines du vivant, l'alimentaire, l'agriculture, etc., l'élevage et le carbone et les gaz à effet de serre. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez nous rejoindre, on est gentils. Et donc, Enza et moi, on est toutes les deux gluons, c'est-à-dire en gros animatrices de la planète agro. Et donc, on voulait remercier nos deux intervenants. Je ne sais pas si tu veux projeter la slide, ça Ouais. On vous verra sur l'écran. Mais donc, Thomas et Yves, je vous laisserai aussi vous représenter peut-être tous les deux au début de votre intervention. Et donc, Thomas qui travaille au Céréopa et puis Yves qui est université de Lorraine. Et donc, aujourd'hui, on va parler élevage et climat et puis essayer de faire un petit tri un peu entre tout ce qu'on entend partout, où c'est toujours difficile de démêler le vrai du faux. Donc, je vais vous laisser la main. Thomas et Yves. Et puis pour les personnes qui sont connectées, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions soit dans le chat, soit dans l'onglet questions-réponses, là, le Q&R, soit carrément à lever la main et comme ça on vous fera monter sur scène et c'est beaucoup plus interactif. Merci beaucoup et je vous laisse la main. Alors, juste pour finir les présentations, moi je ne suis pas AgroParisTech, je suis Céréopa. Céréopa qui est un bureau d'études hébergé par AgroParisTech, mais bon, il y a quand même le distinguo. Et même ce soir, j'interviens à titre même plutôt personnel, même si effectivement, je travaille beaucoup sur le sujet élevage, agriculture, environnement, mais je ne sais pas si le Céréopa endosse forcément tout ce que je vais dire ce soir. Donc, j'interviens à titre personnel. C'est plus simple, disons, même si a priori, il n'y a pas de problème. Mais...
Alors pour commencer, ce soir l'idée est de parler donc élevage et le climat info et réalité. J'ai repris un titre qui avait été diffusé sur LinkedIn. Moi je trouve ça toujours un peu compliqué de parler d'élevage sans parler d'agriculture en général. L'élevage est largement connecté au végétal et même totalement connecté au végétal. Et je rappelle en plus qu'à l'échelle française, on a un bon 70% des surfaces qui sont dédiées à la production de végétaux destinés à l'alimentation des animaux. Donc tout ça est vraiment, ça doit se raisonner ensemble, je pense. Et Thomas, je ne sais pas si tu veux partager ton écran. Pour l'instant, c'est toujours celui d'Enza. Donc, c'est au cas où. D'accord, ok. Il faut peut-être que, je ne sais pas si Enza, il faut que tu te déconnectes. Sinon, il faut que Thomas, tu le relances. Normalement, tu peux forcer en déconnectant le mien. Voilà, C'est bon super. pour C'est vous? bon. On l'a, c'est parfait. Super. Alors, donc avec Yves, on vous propose une... Hop, est-ce que ça va bien? Non, je pense qu'il faut... Voilà. On vous propose une présentation, on va essayer de tenir les 25 minutes, disons. Une présentation en 3 parties. L'idée est d'abord de faire un état des lieux, donc de ce qu'on peut quantifier, ce qu'on peut dire d'un point de vue des gaz à effet de serre en agriculture, en élevage et en agriculture. Puis, il y aura une partie sur les scénarisations pour atteindre des objectifs climatiques, notamment les objectifs qui ont pu être définis dans le cadre de l'accord de Paris. Et puis enfin, une troisième partie, on va essayer de se projeter un petit peu plus vers l'action et de voir ce qu'il est possible de faire sans du tout être exhaustif, hein, mais en tout cas, on a essayé de dresser un nombre déjà conséquent de choses qu'il est possible de faire et sur les manières de les faire. Alors, passons à l'état des lieux, donc en première partie. Je pense un des premiers points importants à avoir en tête, c'est que l'agriculture est un secteur économique tout à fait particulier, tout à fait singulier du point de vue des émissions de gaz à effet de serre. En effet, là, vous avez une source CITEPA qui décrit les différents gaz et leur contribution à l'effet de serre total. Et donc, vous voyez que c'est très majoritairement, principalement même du CO2, du gaz carbonique. Mais vous avez aussi dans les grands gaz du CH4, donc du méthane, et du protoxyde d'azote, et d'autres gaz que moi personnellement je connais pas trop, qui ne concernent pas l'agriculture. Mais vous voyez que l'agriculture, c'est quasiment 80 à 90% du méthane et du protoxyde d'azote qui sont émis, et c'est un petit peu de CO2. Donc, on est sur un fonctionnement en termes d'émissions de gaz à effet de serre qui est très différent de la majorité des secteurs économiques, dans le sens où, pour la majorité des secteurs économiques, c'est de la combustion d'énergie fossile qui va émettre du CO2. Alors qu'en agriculture, on va être beaucoup plus sur des phénomènes biologiques qui vont induire des émissions, notamment de méthane et de protoxyde d'azote. Même si cette machine biologique, elle est entraînée par des énergies fossiles, à un moment ou à un autre, mais c'est quand même des phénomènes, il y a quand même beaucoup de processus biologiques qui aboutissent directement à l'émission de méthane et de protoxyde d'azote. Et puis, on a du CO2, bien évidemment, puisqu'on utilise aussi des machines et de l'énergie fossile. Et donc, on a des émissions de CO2 liées à la combustion. Simplement pour vous donner quelques ordres de grandeur, fixer quelques chiffres dans nos esprits et avoir en tête pour ce qu'on pourra dire par la suite en termes de scénario et de ce qu'on peut faire. Alors là, j'ai pris l'exemple du blé pour représenter des cultures. Donc sur l'exemple du blé, donc là j'ai pris 2 indicateurs, j'ai mis l'indicateur énergie aussi, mais regardons d'abord l'indicateur climat. Vous avez 43% des émissions de gaz à effet de serre, donc tout est ramené en équivalent CO2. C'est vrai que je ne sais pas si tout le monde a ces notions-là en tête. En fait, pour chaque gaz à effet de serre, on le compte en équivalent CO2 en termes de pouvoir de réchauffement global. Donc, par exemple, le méthane, ça a 25 fois le pouvoir du CO2 en termes de réchauffement climatique. Et le protoxyde d'azote, on est environ, on va dire, aux alentours de 280, 290 fois le pouvoir du CO2 en termes de réchauffement climatique. Donc, on ramène tout en équivalent CO2. Et donc, quand on regarde en équivalent CO2, on a 43% des émissions de gaz à effet de serre d'un blé, c'est la production des engrais. 42% des émissions de gaz à effet de serre, c'est quand on épand les engrais, donc quand on applique les engrais sur le sol.
Et puis ensuite, vous avez 9% qui sont liés aux engins agricoles, donc à la combustion de fuel ou d'essence qui sont mis dans les engins agricoles. Et puis, vous avez tout un tas de petits consommables ou autres petits postes qui représentent 6%. Sur les énergies non renouvelables, vous avez donc 2 postes majeurs, c'est la production des engrais et les engins agricoles qui représentent à eux deux plus de 90% des émissions, des consommations d'énergie, excusez-moi. Donc vous voyez, si je résume, d'un point de vue du climat, en gros, vous avez les engrais qui représentent 85%, vous voyez ici, 85%, les engrais, hein, production plus épandage, 85% des émissions de gaz à effet de serre, un petit peu les engins agricoles. Et pour l'énergie, ça va être encore une fois les engrais qu'on retrouve et les engins agricoles. Je vous ai pris le cas du lait maintenant pour vous donner une production qui est tout à fait différente, donc une production animale avec des ruminants. Et là, vous avez, donc pour la partie climatique, donc toujours exprimé en équivalent CO2. Bon, ici, on est en pourcent, donc quelque part, peu importe, mais on parle bien d'émissions de gaz à effet de serre en équivalent CO2. Donc, vous avez 43% des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées aux fermentations entériques. Donc, c'est des processus digestifs du ruminant qui entraînent des émissions de méthane et donc qui correspondent à 43% des émissions totales du litre de lait qu'on va acheter. Enfin, qui va être sorti ferme. Là, je raisonne sorti ferme. Après, il faut rajouter un peu de transport et de distribution, mais on en reparlera. Donc, ensuite, vous avez les déjections des animaux qui, au moment de leur stockage, donc dans les bâtiments ou dans des zones dédiées dans les exploitations agricoles, donc elles sont stockées, ou alors, si c'est des animaux à la pâture, c'est des déjections qui sont émises à la pâture. Et donc ça représente 15% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, c'est du méthane également et du protoxyde d'azote. Ensuite, vous avez la production des aliments qui, à eux deux, représente 39% des émissions de gaz à effet de serre, avec une plus petite part pour les fourrages et une part un petit peu plus importante pour les aliments concentrés, donc soit produites sur l'exploitation agricole, soit achetés à l'extérieur. Et puis pour les énergies non renouvelables, les énergies fossiles, vous avez les aliments qui représentent plus de la moitié. Donc même si on prend les fourrages et les autres aliments, on est à 69% d'émissions de gaz à effet de serre, donc vous voyez, près de 70%. Et puis ensuite, vous avez l'électricité et les carburants utilisés sur le corps de ferme. Et donc utilisé sur les corps de ferme, puisque le carburant pour les cultures est compris déjà dans les autres aliments et dans les fourrages. Et puis, vous avez quand même 2% qui sont liés au bâtiment. Alors, c'est la construction des bâtiments, tout simplement, qui nécessite de l'énergie aussi. Alors, je voulais... Il y a une interrogation qui revient souvent, qui dit, oui, OK, on parle climat, mais le climat n'est pas suffisant. Il y a aussi d'autres enjeux environnementaux, de pollution de l'air, de pollution des sols, de pollution de l'eau. On connaît très bien, par exemple, l'eutrophisation de l'eau. On émet de l'azote et du phosphore dans les sols qui vont se retrouver dans les nappes phréatiques qui vont rejoindre des rivières et qui vont entraîner la prolifération d'algues vertes, par exemple. Donc, il y a tout un tas d'indicateurs environnementaux qui sont calculés dans le cadre d'ACV. Donc, c'est des analyses de cycle de vie. On va regarder l'ensemble du cycle de vie du produit. Et là, vous avez une dizaine ou une quinzaine d'indicateurs environnementaux qu'on peut utiliser. Et donc, ces indicateurs environnementaux, la Commission européenne a proposé de les regrouper au sein d'un score unique qui s'appelle donc EF3 pour Environmental Footprint 3, donc qui agrège l'ensemble des indicateurs environnementaux dont on estime qu'ils sont suffisamment robustes aujourd'hui dans leur calcul ACV. Avec une certaine pondération pour ces différents indicateurs environnementaux. Alors, le climat est plus représenté que les autres, puisque on estime que déjà, d'une part, d'un point de vue technique et scientifique, c'est un indicateur qui est bien maîtrisé, et d'autre part, il y a une pondération, disons, un peu politique, qui considère que c'est un enjeu particulièrement important, le climat, donc il représente 20%, il représente un petit peu plus, alors que les autres indicateurs représentent entre 10 et 15%. Le climat, lui, représente 20% de la moyenne pondérée qui est faite pour calculer ce fameux score unique EF3. Et in fine, ce qu'on remarque, c'est que
entre l'indicateur de changement climatique et l'indicateur EF3, on a une corrélation qui n'est pas parfaite, mais qui est quand même très importante entre ces deux indicateurs. Tout ça pour vous dire que quand on regarde le changement climatique, et ben finalement, on n'est pas trop loin de regarder un peu l'ensemble des indicateurs environnementaux. Bon, c'est un peu simplifié un peu quand je dis ça, mais disons que on a une certaine corrélation entre l'ensemble des indicateurs environnementaux aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'au cours de cette présentation, on va parler soit de changement climatique, soit d'indicateurs uniques EF3, et derrière, ce qu'on veut dire, c'est un petit peu, on regarde la performance environnementale. Alors, sauf que ce qu'on n'intègre pas dans les ACV, et ce qu'il faut avoir en tête, mais on ne va pas le traiter dans cette présentation-là, mais il faut l'avoir en tête, c'est la biodiversité. La biodiversité n'est pas intégrée dans les indicateurs ACV aujourd'hui. Et pour le coup, on n'est pas du tout sûr que ça soit corrélé à ces indicateurs climatiques et à ces indicateurs uniques EF3. Donc, tout ce qu'on va dire, c'est à peu près OK pour l'ensemble des indicateurs environnementaux, en première approche, disons. Mais par contre, on ne se prononce pas sur la partie biodiversité qui pourrait faire l'objet d'une autre présentation par ailleurs. Alors, je suis désolé pour les graphiques qui ne sont pas totalement nets. En fait, c'est des graphiques qui sont issus de rapports ADEME et qui étaient vraiment pas nets déjà dans les rapports. Donc, je vais essayer de vous les décrire le mieux possible pour que vous puissiez les voir. Ici, en abscisse, vous avez différentes catégories d'aliments. Donc, boissons végétales, fruits et légumes. Et puis, à l'autre bout, vous avez du mouton, du bœuf, du poisson, du porc. Et vous avez donc le fameux score unique EF3 en ordonnée. Et puis avec des boîtes à moustaches, donc les croix, ça représente des moyennes par catégorie d'aliments. Et puis vous avez des boîtes à moustaches autour qui représentent la variabilité du score unique en fonction de différents scénarios relatifs au mode d'emballage et au mode de transport. Et c'est des scénarios assez contrastés, hein. On a pris des choses très locales ou alors des produits qui viennent de l'autre bout du monde. Et on voit en fait que la variabilité, elle est relativement faible, ou en tout cas, elle est plus petite. La variabilité intra-famille de produits est plus petite que la variabilité inter-famille de produits. Tout ça pour dire que on aura beau faire tous les efforts possibles sur l'emballage et sur le transport, on ne révolutionnera pas la hiérarchie des impacts environnementaux entre catégories de produits. J'espère que c'est suffisamment clair, mais on pourra revenir dans la seconde partie discussion de ce webinaire si vous avez des questions. Donc là, je vous ai mis les différentes hypothèses qui ont été prises. Donc vous voyez, vous avez quelque chose de local où on va être à 660 km de camion, et puis des choses qui viennent de l'autre bout du monde. Vous allez avoir du camion en plus grande quantité, du train et du bateau. Alors il y a eu deux scénarios de fait, mais soit 3000 km, soit même 10 000 km. Ici, le message, c'est de regarder un petit peu en fonction des impacts environnementaux. Donc, on a pris le score unique EF3. Il y a en tête que c'est très corrélé à l'impact climatique. Et la performance nutritionnelle via un score agrégé, encore une fois, nutritionnel, de différentes familles de produits. Et vous voyez pour le coup qu'il n'y a pas de corrélation entre impact environnemental et qualité nutritionnelle des produits. C'est-à-dire que pour une qualité nutritionnelle ici qui va être alors plus c'est élevé, plus la qualité nutritionnelle est mauvaise, et plus c'est faible, plus le score est faible, plus la qualité nutritionnelle, on va dire, c'est une densité énergétique, quoi. Donc là, vous avez une densité énergétique forte, et puis donc là, une densité énergétique plus faible, donc des produits plus sains. Et puis ici, vous avez l'impact environnemental. Et donc, vous voyez que pour une qualité nutritionnelle donnée, vous avez à peu près tous les impacts environnementaux possibles en termes d'intensité. Et pour un niveau d'intensité environnementale, vous avez toutes les qualités nutritionnelles possibles. Bon, vous avez quand même, là je vais vous prendre deux exemples, mais vous avez quand même des familles de produits qui ressortent particulièrement bien ou particulièrement mal. Si on prend par exemple le cas de la volaille ou des ovoproduits, vous avez à la fois un indicateur nutritionnel qui est moyen, correct, on va dire, et vous avez une intensité environnementale qui est faible. Donc là, vous avez un produit qui est sain avec une intensité environnementale qui est faible. Si je résume. Et puis, à contrario, vous allez avoir le mouton et l'agneau qui a un indice nutritionnel qui n'est pas extraordinaire, qui est un petit peu plus élevé, et puis une intensité environnementale qui est très forte. Voilà.
Maintenant, je vous propose de parler du mode de production. Donc, quand on parle du mode de production, c'est est-ce qu'on va avoir plus ou moins de maïs en silage dans le système de production? Est-ce qu'on va avoir plus ou moins d'herbes, plus ou moins de prairies? Est-ce qu'on va avoir une productivité plus ou moins importante? Et donc là, vous voyez que c'est l'inverse du cas de l'emballage et du transport tout à l'heure. En fonction des modes de production, vous avez une variabilité extrêmement importante de l'intensité environnementale. Donc là, je suis toujours sur le score unique en ordonnée, EF3, qui est corrélé au climat. Et puis en abscisse, vous avez les différentes familles de produits. Donc si on prend le cas de l'agneau, vous voyez, on avait une valeur effectivement très élevée à 6 en moyenne, si vous prenez la petite étoile dorée. Mais par contre, autour de ça, vous avez une variabilité extrêmement importante. Donc ce qui fait dire, ce qu'on peut entendre assez régulièrement, c'est qu'il y a beaucoup de marge de progrès en termes de système de production. C'est-à-dire que si tous les systèmes de production du mouton se mettent vers le bas de ce qui est possible de faire, et ben à ce moment-là, on va gagner beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre à l'échelle nationale. Bon, sauf que le dilemme de ça, c'est que l'ADEME dit qu'on ne peut pas comparer les différentes valeurs d'agneaux avec des systèmes de production différentes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces valeurs-là, elles ont été faites en prenant en compte des ACV qui ont été faites potentiellement de manière différente, avec une précision de la collecte de données ou avec des méthodes qui sont un petit peu différentes. Donc, ils proposent ce graphique-là pour dire que potentiellement, il y a des marges de manœuvre importantes, mais qu'aujourd'hui, les travaux qui sont réalisés ne sont pas suffisamment robustes pour vraiment dire que l'exploitation agricole qui se situe ici est vraiment bien meilleure que l'exploitation agricole qui se situe ici. Mais bon, voilà, c'est une piste à continuer d'explorer. Thomas, je peux peut-être t'interrompre pour une question qui est aussi à propos des agneaux. Alors, je me dis que peut-être ça peut faire le lien. De Emma qui disait que dans un cours qu'elle avait eu, on disait que manger de l'agneau de Nouvelle-Zélande émettait moins de CO2 que l'agneau qui venait de France. Et du coup, donc voilà, ça paraît un peu contre-intuitif. Yves a commencé à répondre aussi, mais je ne sais pas si ça vient plus tard ou si tous les deux, vous voulez juste compléter un peu la réponse. Bon, c'était dit qu'on ne prendrait pas de questions avant la fin. Ok, bah, je la pose après alors. Il n'y a pas de souci. Non, Ouais, t'inquiète, je la pose après. ça marche, super. Donc voilà, et puis c'est le cas surtout pour les productions animales, d'accord, mais aussi, alors par exemple, vous avez le chocolat, parce que le chocolat c'est lié à la déforestation, donc en fonction de comment est-ce qu'on compte la déforestation, etc., vous pouvez aussi avoir des différences. Enfin, donc voilà, on égrène un certain nombre de sujets, donc là on arrive à celui du bio. Quand on regarde les travaux qui ont été réalisés par l'ADEME sur des ACV d'une part bio et d'autre part conventionnels, aujourd'hui, on a quasiment autant de valeurs bio qui ressortent mieux d'un point de vue environnemental que le conventionnel, mais on en a tout autant de valeurs bio qui ressortent moins bien que de valeurs conventionnelles. Alors, exactement de la même manière, l'ADEME dit vous ne pouvez pas comparer les résultats qu'on fournit entre le bio d'une part et le conventionnel d'autre part. Bon, comme eux l'ont fait sur les systèmes de production, je me suis dit je vais le faire sur le bio aussi. Donc ça, c'est un graphique que j'ai fait, mais Yves a fait exactement le même et on trouve les mêmes résultats. Donc voilà, donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on a quand même des produits qui ressortent moins bien en bio, quoi, d'un point de vue environnemental que des produits conventionnels. Encore une fois, on ne parle pas de biodiversité ici. C'est hors biodiversité. Donc là, vous avez exactement le même graphique, mais sur des produits animaux. Donc, vous voyez, sur certaines productions, notamment les monogastriques, on a des productions conventionnelles qui sont moins impactantes que des productions bio. Je vais laisser la main à Yves sur la partie scénarisation, donc notre deuxième partie. Je vais prendre la main du partage. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est parfait. OK. Donc, comme l'a dit Thomas, quand on regarde un peu les produits et qu'on regarde un petit peu la partie agroalimentaire, donc l'assiette, hein, ça a été dit d'ailleurs la semaine dernière dans ce qui a été l'assiette, c'est entre 25 et 30% de nos gaz à effet de serre.
et donc on n'a pas d'autre choix aujourd'hui que de bouger. Et donc, quand on regarde un petit peu les propositions qui sont faites aujourd'hui, nous, on s'est penché sur cette fameuse stratégie nationale bas carbone, qui est quand même particulièrement intéressante parce qu'en fait, c'est un début de scénarisation de ce qui pourrait se passer jusqu'en 2050. Alors, notez le titre, hein, la transition écologique et solidaire vers la neutralité carbone. Donc, en gros, vous avez le mot écologique, solidaire et neutralité carbone. Donc là, on est bien sur la neutralité carbone à 2050, mais cette transition devra être solidaire. Donc, dans l'équation, un truc encore un peu plus compliqué. Alors, pourquoi cette stratégie est sortie? C'est une réponse, évidemment, à la COP, hein, aux différentes COP qui se sont passées. Et donc, l'idée de cette stratégie, c'est d'essayer de rester quand même à 1,5 degré, bon, même si on sait que ça va être compliqué. Et donc, pour ça, il y a eu des travaux qui ont été menés et il faut qu'on se mette d'accord un petit peu sur un espèce de constat. Donc, le constat a été fait tout à l'heure par Thomas. En émission, alors il faudra être clair, hein, là, la SNBC, elle est en émission sur le territoire national, elle n'est pas en empreinte. Hein, on verra un petit peu la différence tout à l'heure rapidement. Donc en émission, aujourd'hui, sur le territoire français, on est aux alentours de 445 millions de tonnes équivalent CO2. Et l'agriculture, c'est 86, mais si vous rajoutez la partie industrielle plus transport pour l'agroalimentaire, on est bien sur nos 25% qui sont prévus. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Pour réussir à maintenir les 1,5 degrés, voilà la trajectoire qui est prévue par la stratégie nationale bas carbone. Alors on va voir, hein, celui qui a fait cette prévision, il a tracé une droite, hein, donc c'est très compliqué comme modèle. C'est un modèle où je pars de 445 millions de tonnes en 2017, je dois arriver en gros en 100 millions de tonnes en 2050, parce que je fais l'hypothèse que je vais arriver à la neutralité, parce que je vais déployer des technologies de stockage de carbone, soit par les sols agricoles, par les forêts ou en couche géologique, qui vont me permettre de conserver 100 millions de tonnes d'émissions. Voilà. Bon, au boulot. Hein. Donc, passer de 500 à 100, eh bien, c'est un exercice de style qui est compliqué, d'autant plus que, on veut quand même préciser, qu'en fait, si vous regardez depuis 1990, on a l'impression qu'on a déjà commencé à bouger. Donc, on a perdu en gros 20% en émissions depuis 1990. Mais ce chiffre est faux. Alors, ce n'est pas vrai. Il est vrai en émissions, mais dans la réalité, il est faux parce qu'il faut compter en empreinte. En fait, en empreinte, bon, vous connaissez la différence. Hein, les émissions, c'est ce qui est sur le territoire national. L'empreinte, c'est en gros ce qui est relatif à la consommation finale de notre société. Donc, c'est ce que je consomme, moins ce que j'exporte, plus ce que j'importe. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, que les émissions associées aux importations, elles ont explosé. Elles ont été multipliées par 2 entre 1995 et 2018, par une externalisation de notre industrie. Et donc aujourd'hui, par individu, on est passé de 10,5 tonnes en 95 à 11,2. Donc, de toute façon, on n'a déjà pas bougé. Donc, il faut bien avoir ça en tête. Donc, je pense que même la SNBC, ça va être compliqué. Donc, retenez l'idée qu'il faut qu'on divise par 5 nos gaz à effet de serre. Alors, comment on va faire? On va décarboner la production d'énergie, on va réduire la consommation d'énergie. Et par rapport à l'agriculture, c'est quand même ça qui va nous intéresser. D'accord? Par rapport à l'agriculture, on regarde ce qui se passe en 2050. En 2050, eh bien, par rapport à mes 400 et quelques millions de tonnes que j'émettais, je n'ai plus le droit que d'en avoir 80. Non mais je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire de passer de 440 à 80. Eh bien, ça veut dire que le monde du bâtiment, les mondes de transport, l'industrie de l'énergie, tout le monde doit diviser par 10. Voilà. Et l'agriculture, on lui a autorisé le droit de ne diviser que par 2. Donc, en gros, l'agriculture va passer d'une centaine de millions de tonnes à 50 millions de tonnes dans cette fameuse SNBC. Donc, c'est intéressant et on va essayer de voir un peu pourquoi tout ça a été réfléchi de cette façon-là. Alors, on peut regarder un petit peu les dynamiques. On voit quand même qu'on n'est pas tout à fait à l'heure. Entre 90 et 2015, voilà ce qu'on a réussi à faire et voilà ce qu'on doit faire en 2050. Donc, on sent bien qu'on a un problème de pente. Pour ceux qui font un peu des maths, on a un petit problème de pente dans notre action. Alors, pour ça, sur quoi s'est appuyée la SNBC?
Bon, parce que les gens qui ont écrit la SNBC ne se sont pas appuyés sur n'importe quoi. Et aujourd'hui, vous avez 2 scénarios qui traînent dans la nature. Alors, vous en avez peut-être entendu parler, hein, le scénario After 2050, qui a été produit par Solagro en 2013, et le scénario TIFA, qui a été produit par l'IDRI en 2018. Et donc, en gros, ces 2 scénarios reposent à peu près sur le même principe. Je vais aller très vite. Hein. Ce sont des scénarios qui, pour l'un, comment dirais-je, travaillera sur une pratique agricole durable, mais pas 100% bio, c'est After 2050, et il est national, alors que TIFA, c'est un scénario 100% bio à l'échelle européenne. C'est quand même deux niveaux d'intervention un peu différents. Alors, After 2050 comme TIFA sont basés sur quelque chose. Eh bien, je suis désolé de vous dire qu'il va falloir qu'on change notre assiette. Alors, moi, je suis prof de zootechnie à l'ENSAIA, donc l'école d'agro à Nancy. Ben, ce n'est pas un problème, on arrive à discuter de ça. Hein. Et donc, voilà l'assiette actuelle que vous avez tous, en tout cas en moyenne, donc la moyenne ne voulant comme d'habitude rien dire. Donc, c'est exprimé en grammes par jour. Donc, retenez plutôt le lait et la viande, le lait 635 millilitres, la viande. Et voilà, dans le scénario After, ce qui est envisagé. Alors, ce n'est pas du tout une proposition complexe, c'est une proposition qui est basée sur le PNNS, le Plan National Nutrition Santé. Et donc, voilà le scénario After. En gros, c'est simple, nous divisons par 2 les produits animaux. Voilà. Mais de toute façon, face à ce qu'a dit Thomas tout à l'heure, vous l'avez bien compris, c'est la spécificité de l'agriculture. Ce n'est pas en réglant et en consommant moins avec mon tracteur que j'arriverai à régler mes problèmes de gaz à effet de serre sur l'agriculture. Il va falloir qu'on travaille sur la partie animale, parce que comme l'a dit Thomas tout à l'heure, 70% des surfaces agricoles utiles en France sont à destination des animaux, les animaux étant eux-mêmes émetteurs. Alors, c'est ce que je viens de vous dire, 75%, même plus que ça. Hein. Par contre, très important, on va conserver les prairies permanentes. Les prairies permanentes sont des stocks de carbone, sont des outils pour la biodiversité, etc. etc. Par contre, est-il toujours pertinent d'avoir 17% de notre SAU en culture fourragère pour les animaux, 15% de céréales pour les engraisser, et très important, 17% des céréales qui sont produites sur le territoire national sont à l'exportation pour engraisser des animaux dans d'autres pays. Donc, on voit bien que là, on a un petit problème de cohérence si on veut réellement aller dans nos objectifs climatiques. Alors, attention, on n'a pas dit avec Thomas que les filières étaient d'accord avec ce qu'on est en train de raconter. C'est clair qu'aujourd'hui, les filières connaissent ces scénarios, mais on pourra en débattre tout à l'heure. Alors, le scénario After est un scénario dit de bioéconomie circulaire et durable. C'est-à-dire qu'il n'est pas 100% bio, mais il a quand même 40% des surfaces qui sont sous agriculture biologique. Les autres surfaces vont être sous forme d'agriculture intégrée, d'agroforesterie, etc. Donc, ce scénario, il semble un scénario de rupture, il semble impossible à réaliser par les filières, et pour autant, c'est un scénario qui ne divise, entre parenthèses, que par 2 les gaz à effet de serre. Donc, la capacité qu'on a à diminuer réellement les gaz à effet de serre en agriculture, si on veut là aussi diviser par 6, comme dans les autres secteurs, devra passer, et c'est très clair, par la suppression totale du troupeau allaitant, du troupeau laitier, et puis garder quelques animaux à droite à gauche. Donc, c'est aussi un choix qui a été fait dans la SNBC de conserver, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir, quand même un système d'élevage significatif qui n'est que divisé par 2. Alors, en parallèle à ça, After, pourquoi c'est un scénario de bioéconomie ? Ce qui va nous permettre de libérer des surfaces et d'avoir de la biomasse disponible pour permettre, alors eux proposent de développer la méthanisation. Alors, on pourra en discuter si vous voulez. Je suis porteur de la chaire industrielle agrométa à l'ENSAIA, donc je ne vais pas vous discuter de ce sujet maintenant parce que ça pourrait durer 3 heures. Alors, TIFA, c'est à peu près la même chose que After, sauf que c'est 100% bio. Donc, et c'est très orienté service écosystémique. C'est vraiment un scénario très orienté service écosystémique. Ce n'est pas un scénario orienté pour
produire de l'alimentation et produire de l'énergie. C'est d'abord pour produire des services écosystémiques. Donc, les hypothèses, elles ressemblent un petit peu à celles de TIFA, d'After. Hein. Donc, arrêt des importations de soja, abandon des pesticides parce qu'on est dans la bio, et on va redéployer des prairies naturelles, donc des prairies permanentes, parce qu'elles vont permettre de stocker du carbone, elles vont permettre d'apporter de la biodiversité, etc., etc. On va avoir de l'extensification, et alors, à la différence d'After, eh bien, dans TIFA, on garde pratiquement tous les herbivores. Par contre, on a une très forte baisse du cheptel de granivores, parce qu'on fait l'hypothèse que ces animaux sont en concurrence sur l'alimentation via le blé qui peut aller chez les hommes, etc., etc. Par contre, concernant le régime alimentaire, c'est la même chose. On divise par 2 les produits animaux. Voilà. Eh bien, TIFA, même combat. Je divise par 2 les produits animaux et j'arrive aussi à diviser par 2 les gaz à effet de serre. Donc, en gros, le message que je veux vous faire passer, c'est qu'en termes de possibilité de diviser par 2 les gaz à effet de serre, aujourd'hui, on a des pistes. Par contre, rien n'est dit de comment il faut faire. Comment j'intègre les filières, quel contrat social je passe avec les filières, comment le consommateur va accepter cette chose-là, et je suis en plus dans un monde un peu ouvert, hein, on va le dire comme ça. Est-ce que la PAC est orientée sur ces questions? On pourra y revenir tout à l'heure. Je laisse la parole à Thomas pour qu'il aille sur des choses plus à court terme. Est-ce que je peux passer sur ce diapo ou... Voilà, non, mais vas-y, tu peux reprendre la main. Il faut que je repartage, c'est ça? Ouais. Alors... Excusez-moi. Alors, que pouvons-nous faire? Alors, bon, on va rester relativement général hein, sur cette partie-là. On ne peut pas rentrer trop dans le détail, mais bon, de toute façon, faut d'abord avoir une vision stratégique claire qui inclut, comme l'a dit Yves, à la fois la partie environnementale, mais également la partie économique et sociale. Et c'est là où, ça commence à être très compliqué. Bon, on a quand même un certain nombre d'outils à notre disposition. Alors, je vous les décris de manière assez générale et globale, mais bon, ça permet déjà d'avoir un premier niveau d'appréhension du sujet. Donc la mise en œuvre de politiques publiques, bien évidemment, c'est assez instinctif. Donc la mise en œuvre de politiques publiques, c'est les subventions. Aujourd'hui, on a un recours quand même relativement large aux subventions, où à l'échelle internationale, on subventionne énormément notre agriculture. Par contre, si on regarde à l'échelle des pays de l'OCDE, donc je prends que les pays riches à l'intérieur de l'ensemble des 190 pays du monde, pour le coup, on subventionne pas, on n'est pas non plus dans les pays qui subventionnent le plus notre agriculture. On a les États-Unis qui subventionnent encore plus que nous, on a l'Australie qui subventionne encore plus que nous, et j'en passe. On a un second outil qui est la taxe, ou l'inverse de la taxe, la défiscalisation, pour pouvoir encourager la mise en œuvre de tel ou tel produit ou de telle ou telle pratique. On a un autre levier qui est celui de la norme. Donc, très typiquement, sur l'azote, aujourd'hui, dans des zones vulnérables, on a une quantité d'azote maximum qu'il est possible d'apporter sur une parcelle, et il est totalement interdit d'apporter plus d'azote que ça, quoi. Donc ça, c'est un exemple de norme. Et puis, on a l'État, disons, ou la puissance publique a aussi la possibilité, bien évidemment, d'entraîner les troupes, disons, à travers la communication, à travers de la pédagogie, à travers pour proposer des formations, ou en tout cas financer des formations vers les entreprises, vers les ménages, vers les institutions, hein, puisque l'État représente une grande part, je n'ai plus le chiffre en tête, mais une grande part je pense que ça ne doit pas être loin de 50% de l'empreinte carbone de la France, puisqu'on est à peu près à 50% de dépenses publiques en France, donc ça ne doit pas être si loin que ça. Et puis les ONG, bien évidemment. Alors, il y a un autre levier dont on n'a pas parlé pour l'instant, mais c'est quand même, il ne faut pas l'oublier, hein, c'est toute la recherche et développement pour essayer de trouver des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de produire, avec éventuellement de la technologie,
pour augmenter l'efficacité des productions agricoles d'un point de vue environnemental, alors avec la question de l'effet rebond, c'est-à-dire que si on augmente l'efficacité des productions agricoles, on risque d'en produire encore davantage, ou en tout cas d'en exporter encore davantage, peut-être d'augmenter notre part de produits animaux par rapport aux produits végétaux, puisque ça a tendance en général à baisser le coût de production, hein, d'augmenter l'efficacité technique des productions. Mais bon, quoi qu'il en soit, à production constante, disons, si on augmente l'efficacité, on peut réduire de façon importante les émissions de gaz à effet de serre. Juste un exemple, là, il y a une grande entreprise d'alimentation animale qui vient de sortir un additif et ça a l'air relativement sérieux quand même. Il y a pas mal de publis derrière qui permettrait, je mets bien au conditionnel pour l'instant puisque c'est tout récent, mais qui permettrait de réduire de 30% les émissions de CH4, donc liées à la digestion des ruminants, de 30%. Donc ça change un petit peu les choses quand même déjà. Donc on n'est pas à l'abri d'innovations techniques comme ça qui permettent de rebattre les cartes. Voilà, c'est aussi un élément à prendre en compte. Et puis, il y a le financement d'infrastructures environnementales. Donc, je pense bien évidemment à la méthanisation. En dehors du domaine agricole, il y a les éoliennes, les panneaux photovoltaïques, etc., avec des leviers de financement qui peuvent être soit du budget public, donc à budget public constant, soit de l'endettement, soit de la création monétaire. Voilà, des leviers dont on ne parle pas forcément tout le temps. Et puis, il y a aussi, qui n'est pas négligeable, la mise en œuvre de politiques privées. Donc, au sein des entreprises, il y a des cahiers des charges qui sont faits, qui contraignent les fournisseurs pour produire de manière plus efficace d'un point de vue environnemental. Il y a de la communication, de la pédagogie, de la formation, tout comme ce que peut faire la puissance publique. Il y a des plans d'amélioration et de transformation interne pour utiliser plus d'énergie renouvelable, pour utiliser des machines plus efficientes d'un point de vue environnemental. Et puis aussi, il y a toute la puissance de recherche et de développement du privé qui permet de stimuler l'innovation. Voilà, sous l'exemple de l'additif alimentaire qui permet de baisser les émissions de méthane que je citais tout à l'heure. Alors, Thomas, Ouais. je me permets juste de te couper. Je pense qu'on va se dire qu'on va arrêter à 45 parce qu'on a pas mal dépassé du temps. Ouais. Est-ce que peut-être je peux te proposer du coup juste Yves et toi, vous nous donnez un peu en résumé élevage et climat, les gros points que vous vouliez qu'on retienne. Comme ça, on pourra clôturer un peu plus vite et puis ensuite on passera sur la partie questions-réponses. Ça vous va? Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai que c'est toujours un petit peu long. Je sais pas, tu veux commencer, Yves? Oui, pour moi, comment dire, l'élevage ne pourra pas échapper à une remise en cause. Et je vais être très clair, au moins je vais assumer, je séparerai ce que j'appelle la production industrielle et l'élevage. Parce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé aujourd'hui et je pense que ça peut être un levier puissant aussi d'évolution et on le voit très bien en poule pondeuse, c'est la question du bien-être animal. Je pense que une logique dans laquelle on a une pression au travers du bien-être animal, une pression environnementale telle qu'on en a parlé, fait qu'effectivement, à mon sens, il y a un certain nombre de filières qui vont avoir des soucis à se faire dans les années à venir. Voilà. Et on peut carrément aller au-delà et penser à certaines régions qui ont hyper spécialisé, et qu'on soit clair, hein, je ne fais pas d'anachronisme, je ne stigmatise pas ce qui a été fait. Je dis juste, maintenant c'est bon, on a compris, il faut faire bouger les choses. Voilà. Et donc, je pense qu'il n'y a pas d'autre choix que on passe des productions industrielles à l'élevage, parce que moi, je suis vraiment très, très impressionné par la force que peut avoir le bien-être animal. Hein. Je le vois, j'ai 150 étudiants, ils sont particulièrement… alors peut-être qu'il va falloir laisser passer encore une génération, mais est-ce qu'on a vraiment encore le temps, quoi? Voilà. Et j'en dirai pas plus parce que je peux causer 3 jours là-dessus. Merci. Thomas, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? En complément, effectivement, si on regarde la partie environnementale, d'un point de vue très technique, aujourd'hui, on ne voit pas bien comment est-ce qu'on va faire d'un point de vue environnemental pour atteindre les objectifs sans réduire la part de production animale en France, si on va atteindre les objectifs fixés par l'accord de Paris. Pour autant,
Aujourd'hui, on ne peut pas partir tête baissée en se disant qu'on va réduire les productions animales sans adresser la question économique et sociale. Et honnêtement, aujourd'hui, on est loin d'avoir des plans cohérents d'un point de vue économique et social qui permettraient de réduire effectivement nos productions animales de manière significative. Donc toute la question, c'est vrai que moi, là, je reprends un peu ma casquette production animale pour le coup. Moi, je pense que c'est quand même un peu suicidaire de se dire qu'on va baisser les productions animales si on n'a pas un plan économique et social solide. Et un plan économique et social solide, ça veut dire des outils macroéconomiques qui aujourd'hui sont tabous, comme effectivement la question des ajustements des taxes aux frontières, la question de la création monétaire. Et tant qu'on ne se sera pas mis d'accord tous collectivement d'un point de vue démocratique sur notre acceptation de ces leviers macroéconomiques, moi je pense qu'il ne faut pas y aller parce que sinon on va se tirer une balle dans le pied, on va réduire notre empreinte environnementale à nous, ok, mais tout sera produit dans d'autres pays qui vont reprendre nos parts de marché et on n'aura rien gagné d'un point de vue environnemental, mais par contre on aura tout perdu d'un point de vue économique et social. Donc oui, d'un point de vue technique, environnementalement, les productions animales doivent réduire si on veut y arriver, mais pas sans un plan économique et social qui soit totalement robuste. Et donc, si on n'y arrive pas, juste pour finir, il y a toute la question, mais on pourra en parler dans la discussion, de l'adaptation au changement climatique et la question de l'autonomie énergétique à l'échelle de la France, qui est à mon avis aussi essentielle. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous les deux pour les présentations. Si on si on se met vraiment du point de vue du consommateur, et ça recoupe un peu les deux questions justement sur, j'ai l'impression qu'il y a une petite surprise dans l'audience de se dire, l'agneau de bergerie est vraiment le plus impactant. Du coup, si on se pose du point de vue du consommateur et qu'on veut continuer à manger de la viande, est-ce qu'il y a des choix à faire, particuliers? Est-ce que voilà, peut-être réexpliquer un peu pourquoi l'agneau est plus impactant que le bovin qu'on boit souvent? Alors, moi, je vais répondre simplement. Moi, l'agneau de bergerie, j'adore ça. Il faut continuer à en manger. Il faut juste qu'on se dise que peut-être qu'on va en manger moins. Et si vous voulez, je vais prendre un seul exemple. Et tout à l'heure, Thomas en a parlé. Un poulet label rouge est 2 fois plus émissif qu'un poulet 35 jours. Vous avez vu quelles sont les conditions d'élevage d'un poulet 35 jours. Donc, si notre seul pilote, c'est les gaz à effet de serre, pour l'agriculture, on pourrait bien aller dans le mur. Donc, il faut qu'on soit extrêmement vigilant d'avoir toujours une analyse multifactorielle. Parce que ce que disait Thomas tout à l'heure, c'est qu'effectivement, l'empreinte environnementale est assez corrélée au CO2. Par contre, sur certains critères, ce n'est pas du tout valide. Ou en tout cas, on n'en sait rien sur la question de la biodiversité, etc. Et sur le bien-être animal, pour le coup, ça ne rentre pas dans le calcul. Donc moi, ce n'est pas tant modifier, parce qu'un agneau de bergerie, il ne fera jamais l'émission d'un plat de lentilles. Parce qu'on est sur un facteur 100, hein, il faut l'avoir en tête. Hein. Les lentilles, c'est 0,5, le poulet, c'est 5, l'agneau, c'est 50. Voilà, je peux vous donner comme ça, c'est assez facile à retenir. Et donc là, vous avez beau essayer d'améliorer le système, jamais l'agneau sera de toute façon. Donc pour moi, c'est plutôt une question de modification de la consommation, mais on peut tout à fait continuer à manger de l'agneau, c'est très bon. Je peux compléter. Alors, effectivement, sur l'agneau, bon, c'est un ruminant, donc l'efficacité technique, c'est pas la filière la plus efficace d'un point de vue technique. Donc, bon, voilà, c'est pour ça qu'on a une empreinte environnementale qui est pas extraordinaire. C'est le moins qu'on puisse dire. Sur la question de l'affichage environnemental de manière plus générale, moi j'ai travaillé pour l'affichage environnemental quasiment 10 ans de ma vie. J'ai commencé chez Leclerc à travailler là-dessus, et puis au Céréopa, j'ai beaucoup travaillé là-dessus également. Aujourd'hui, j'en viens quand même à me poser des questions sérieuses pour savoir si effectivement le consommateur doit jouer un rôle majeur, disons, dans la transition écologique. Bon, je pense qu'il faut qu'il joue un rôle. Il a son rôle à jouer et c'est important. Pour autant, c'est quand même très compliqué. Je veux dire, quand on fait une empreinte, un affichage environnemental, on est obligé de le faire au kilo produit, puisqu'on va acheter une tranche de jambon, 1 kilo de lentilles, un litre de lait, etc., etc. Pour autant, la question environnementale ne se traite pas à la tonne produite. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est des dynamiques de territoire, c'est des imbrications entre l'animal et le végétal, c'est des imbrications entre le lait et la viande. Donc, on ne peut pas demander aux consommateurs
de raisonner la question environnementale produit par produit sur la base de tranches de jambon. Et vous voyez, c'est quand même très compliqué. Donc, pourquoi pas faire un affichage environnemental sur des grandes tendances? Effectivement, les ruminants, c'est quand même, si on peut les réduire un peu, enfin, ou voire beaucoup même, c'est plutôt bien. Mais de là à essayer de faire quelque chose de précis sur tous les produits, je ne suis pas sûr. Par exemple, si on prend le PNNS, manger 5 fruits et légumes par jour, honnêtement, c'est déjà très bien. Et vous voyez, ça reste général et au moins on est sûr de ne pas se tromper en disant ça. Je vais donner la parole à Emma. Je pense que normalement, tu dois pouvoir parler et poser ta question. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, alors déjà merci beaucoup, c'était très intéressant et je me demandais justement par rapport à ce rôle que les consommateurs ont à jouer. On dit quand même que la consommation de viande a diminué depuis quelques années en France en tout cas, et qu'il y a de plus en plus les problématiques de bien-être animal et d'environnement justement qui arrivent aux oreilles des consommateurs. Et est-ce que ça a vraiment eu un impact sur les filières? Est-ce qu'il y a vraiment eu une consommation de viande qui a diminué? Et oui, voilà, on postait ça ma question. Est-ce que ça a vraiment eu un impact significatif sur les filières? Alors, moi, je veux bien répondre sur, par exemple, la filière poule pondeuse, hein, qui a été complètement bouleversée par justement ces questions de bien-être animal. C'est vraiment sous pression, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas les associations qui mettent des jolies vidéos sur le net. C'est sous pression de ces associations que les choses ont évolué. Et donc moi, le petit procès que je peux faire à l'agriculture, c'est de ne pas s'être emparé de ces questions avant qu'on lui mette sous le nez. Voilà, c'est quand même un manque de proactivité qui me semble dommageable. Voilà, et même si effectivement derrière il y a des filières, eh ben, il s'avère que bien évidemment aujourd'hui, eh ben, on a plus de je sais plus quoi, on a dû diviser par deux le nombre d'œufs produits en batterie versus des œufs en volière ou plein air. Donc on a quand même un effet puissant sur la consommation. Alors après, les filières, elles arbitrent autrement. Hein. Il faut savoir 40% du lait est exporté. Donc la consommation du français ne traduit pas la réalité de la production. Hein, on ne produit pas assez de viande bovine, on en importe par exemple. Donc c'est ça aussi qui va être important dans notre logique, c'est quel équilibre économique on va avoir sur les marchés. Parce que si on consomme plus nous, mais qu'on exporte, de toute façon, on ne bougera pas notre émission ni notre empreinte. Mais sur la quantité, parce que moi j'avais entendu qu'en fait on avait en quantité un petit peu baissé notre consommation de viande, mais qu'on était plus nombreux. Voilà, la Du coup, ça démographie changeait rien. couvre. Voilà, la démographie couvre un peu. Alors, c'est pas tout à fait vrai pour la viande bovine. La diminution de la viande bovine a quand même été assez forte. Et la démographie couvre pas tout à fait. Mais on n'est pas du tout dans des diminutions telles qu'on a pu vous en parler tout à l'heure. On est sur quelques pourcents, avec même éventuellement la viande de volaille qui a tendance à plutôt. On a des effets de substitution. Je pense qu'on n'est pas loin de 10% quand même. Hein. De mémoire, on était à Ouais. 95 kg équivalent carcasse dans les années 2000, début des années 2000, et maintenant on doit être à 85. Mais effectivement, avec des disparités volaille qui se maintient, voire qui augmentent, et puis des baisses sur les autres viandes. Et ça a des effets catastrophiques sur la viande bovine, hein, par exemple. Hein. Le modèle économique de la viande bovine ne tient plus du tout aujourd'hui parce que la demande baisse, et donc les prix baissent. Et donc on a des situations quand même assez catastrophiques dans les campagnes. Hein. Donc oui, les modifications de consommation ont des impacts. Sur la partie environnementale, outre ce qu'a déjà dit Yves, aujourd'hui, il y a le bio, depuis les années 70, hein, il y a le bio qui s'est développé. Le bio, on se rend compte aujourd'hui que bon, c'est peut-être un peu mieux que le conventionnel à tout prendre, mais ce n'est pas non plus la panacée. En tout cas, ça ne va pas régler nos problèmes d'objectifs qui sont une réduction de 50%. Donc vous voyez, on a investi, si on fait la somme depuis les années 70, ça doit se compter en centaines de milliards bon, par an, on va dire, on est à quelques milliards quand même. Hein, si je prends investissement public plus investissement privé, hein, plus le surcoût que le consommateur va payer son produit. Et pour ça, pour que l'ADEME nous dise il y a quelques années maintenant que finalement, d'un point de vue ACV, il n'y a pas de différence entre le bio et le pas bio. Bon, encore une fois, on peut discuter de la partie biodiversité, mais sur la partie climatique, on n'a rien réglé. Quoi. Avec le bio, on n'a rien réglé, on a dépensé 1 milliard ou 2 milliards par an, quoi. En public plus privé, hein, je compte. Donc vous voyez, on a quand même un petit problème d'allocation de nos finances.
je pense qu'on pourrait quand même faire beaucoup mieux avec 1 ou 2 milliards d'investissement chaque année, quoi. Sachant que la PAC, je rappelle, c'est 9 milliards. Hein, quand même. Donc, Et il est bientôt 20h, mais on n'a pas du tout parlé des puits de carbone. Ah, je pense s'il y avait une question. On n'a pas du tout parlé des puits de carbone en élevage, notamment dans les prairies. On entend beaucoup de choses sur le sujet. Est-ce que vous avez quelques petites infos complémentaires qu'on pourrait apporter? Vous voulez me fâcher, Camille? mmh. Non, alors il y a des débats parce qu'en fait, les filières se sont emparées à juste titre de la question comme un élément positif. Et c'est qu'on soit très clair, les prairies sont un élément extraordinaire pour la biodiversité, la filtration de l'eau, le stockage carbone quand les prairies ne sont pas trop âgées. Le souci qu'on a aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre de prairies, et en tout cas dans la région que je connais bien, qui est le Grand Est, où on a beaucoup de prairies permanentes, hein, ça se compte en centaines de milliers d'hectares. Et en fait, les seules prairies permanentes qui restent aujourd'hui, c'est tout ce qu'on n'a pas réussi à retourner. Voilà, il faut être très clair en termes agronomiques. Hein, c'est les terres à faible potentiel qu'on n'a pas réussi à retourner. Et donc, chez nous, elles ont toutes au moins 50 ou 60 ans. Bien, moi, je pose la question à la communauté des agros qui sont ici. On connaît bien une courbe qui nous dit que au-delà de 50 à 60 ans, une prairie, c'est beaucoup de stock, mais en termes de stockage, c'est pas du tout la même dynamique qu'une prairie qui a 10 ans. Et donc là, on a un souci à la fois de communication parce que, en gros, vous avez des outils d'évaluation aujourd'hui qui ne font pas la différence entre des outils d'évaluation carbone, hein, qui ne font pas la différence entre des prairies et leur âge. Puis après, vous avez les pratiques. On sait qu'une prairie sur laquelle vous allez épandre 60 à 90 unités d'azote, ça a été dit tout à l'heure, eh bien, le N2O va faire son travail. Et donc là, quand vous prenez non plus cette fois-ci la prairie et stockage carbone, mais le bilan global de la prairie sur les émissions, eh bien, on peut être dans des émissions positives. Donc, je pense que là aussi, mais on est entre nous, on peut se le dire, il faut être très vigilant sur la façon dont on communique sur les prairies permanentes. Je me suis lancé, Thomas, hein, j'y suis allé. Il y a Cindy qui demande ce que ça veut dire un âge de prairie. Donc, je vous laisse répondre. En fait, c'est le moment c'est le moment où, par exemple, on va passer d'une grande culture à une prairie. Donc, en fait, une prairie permanente, c'est un sol qui ne va pas du tout être travaillé, qui ne va pas du tout être labouré, et sur lequel on va laisser se développer une flore graminée, etc., etc. Et donc, on sait que lorsque on passe d'une grande culture vers une prairie, hein, il y a eu un très beau travail qui a été fait par l'INRA, le 4 pour 1000, hein, qui montre que sur les premières années de stockage, une prairie est tout à fait capable de stocker des centaines de kilos de carbone par hectare et par an. On parle de 500 à 1 tonne. Le problème, c'est qu'une fois que cette prairie, rien ne monte jusqu'au ciel, eh bien, au-delà de 50 ans, les chiffres sont très débattus entre positifs quand on a de l'apport d'azote minéral à quelques dizaines de kilos de carbone stockés. Voilà. Effectivement, les prairies stockent du carbone. Alors, effectivement, elles ne sont pas trop âgées, mais bon, ça peut être c'est déjà intéressant pour peut-être toutes celles qui ne sont pas âgées. Elles stockent pas trop âgées, elles stockent du carbone. Et il faut que ça soit de l'élevage extensif. Il ne faut pas qu'il y ait trop de bovins sur la prairie pour que le bilan reste positif, quoi. Alors, on peut peut-être prendre le temps pour une dernière question. Je ne sais pas si quelqu'un veut lever la main et a quelques interrogations. Je regarde juste rapidement ce qu'on avait, mais dans les questions en ligne, il y avait une question. Quel levier principal voyez-vous? Thomas, tu en as déjà un petit peu parlé. Est-ce que vous voulez compléter la réponse? Pour moi, maintenant, le levier, il est d'abord économique et social. Il faut déjà se mettre d'accord là-dessus. Bon, c'est ma vision, hein, mais déjà se mettre d'accord sur le contrat, comme disait Yves, économique et social qu'on veut passer avec notre agriculture. Et ensuite, ou en même temps, disons. En même temps, on
on peut vraiment actionner le levier technique. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on reste un petit peu à la marge, dans le sens où on n'a pas de contrat économique et social vraiment satisfaisant. Il y a Céline qui a une question. Voilà, Céline, je te fais monter. Normalement, tu as la parole. Si tu actives ton micro, je pense que tu dois pouvoir parler. Ouais. Je me posais la question en lien avec le point sur les prairies, de l'intérêt des techniques de pâturage tournant dynamique. Est-ce que c'est un vrai différentiel sur justement les capacités de captage des prairies? On en entend aussi souvent parler. Il faut peut-être redonner la définition aussi avant de répondre. C'est les deux qui répondra. Je pense que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Ouais, alors le pâturage tournant dynamique, il se fait aussi, enfin bon, il y a aussi plein de techniques, hein. Après, ça va dépendre de la densité qu'on va mettre d'animaux par hectare. On peut se retrouver à des densités qui sont extrêmement fortes. Donc là aussi, il y a des débats actuellement sur ces questions, sur les différentes techniques relatifs aux prairies, hein. Prairies, est-ce qu'on est sur de la prairie temporaire? Est-ce qu'on est sur de la prairie permanente? C'est un sujet en lui-même et j'ai la sensation aujourd'hui qu'on ne s'est pas suffisamment emparé de la question. Et donc là, il y a des vrais travaux, et il y a des travaux de recherche en cours, hein. Rassurez-vous, on va peut-être enfin pouvoir. Mais le problème, c'est que le coup est parti par les filières. Les filières utilisent cet argument aujourd'hui dans leur communication. Donc ce serait terrible de devoir leur dire, écoutez, voilà quoi. Yves, est-ce que tu peux juste réexpliquer ce que c'est le pâturage tournant dynamique, s'il te plaît? En fait, on a une technique, c'est très utilisé en Nouvelle-Zélande, par exemple, hein, où vous allez faire pâturer des animaux de manière intensive sur une surface. Et vous allez faire ensuite, alors, par exemple, moi je connais bien des systèmes en Nouvelle-Zélande où on sépare la surface en 21 jours. Et en fait, les vaches vont tourner, tous les 21 jours, vous tournez sur des surfaces, mais avec des densités qui vont être extrêmes. Donc là aussi, il y a des débats. Je ne sais pas ce que tu en penses, Thomas. Mais d'un point de vue technico-économique, c'est super efficace en tout cas. Non, si, quand on a de la pâture en quantité suffisante, effectivement, c'est une technique qui est assez largement répandue. Ça prend du temps de travail parce que on met des paddocks, donc on met des petites, comment dire, des filets qui encerclent les vaches pour pas qu'elles prennent trop de place. Et donc, il faut bouger le paddock tous les jours, ou tous les 21 jours plutôt, en fonction des différentes techniques. Donc, ça prend un petit peu de temps de main-d'œuvre. Mais oui. Alors moi, il y a une question là. Est-ce que le changement de génération d'agriculteurs peut permettre de changer les systèmes agricoles? Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, même avec un exploitant agricole qui aurait 55 ans, vous lui proposez un contrat où il va être correctement rémunéré, mais ce n'est pas un problème de génération, c'est un problème de marché. Aujourd'hui, les gars, notamment tout à l'heure, Thomas le disait, la rémunération de la viande bovine en vache allaitante, ils ne sont pas très nombreux à gagner des sous. Si demain on leur dit vous diminuez votre cheptel par 3, mais on vous garantit un revenu parce que vous produisez des externalités positives via votre prairie, etc. Mais les gars, ils vont signer, hein. C'est pas une question pour moi, c'est pas forcément une question de génération, hein. C'est une question de marché. Et pour prendre un petit peu de recul aussi, je voulais quand même mentionner la question de la difficulté d'embauche aujourd'hui, hein, dans le secteur agricole. Au-delà des questions environnementales, il faut voir qu'il y a d'autres problèmes, hein, et notamment le problème du recrutement, où c'est très difficile dans certaines filières de recruter des gens compétents, ou alors il faut les payer relativement cher, hein, des fois, pour certaines filières en tout cas. Donc voilà, l'agriculteur, il a plein de choses à penser, quoi. Et que ce soit des nouvelles générations ou des anciennes. Et peut-être pour conclure la question de Lise Hélène qui synthétise en disant, si j'ai bien compris, il reste beaucoup d'incertitudes techniques sur les pratiques les plus performantes. Donc en attendant, il faut baisser la viande et le lait. Est-ce que c'est bien ça? Non, je pense qu'on a des réponses à apporter. Est-ce que ces réponses, elles sont socialement, économiquement partagées par tous? Je vous rappelle qu'on ne met plus que 12% de son revenu dans l'alimentation, même pour ceux qui ont de quoi payer. Donc, il y a aussi des arbitrages à faire.
et tout. Moi, je pense que la seule chose que moi vraiment, c'est si demain on est capable de faire un vrai contrat sociétal sur ce qu'on veut de notre agriculture, de nos agriculteurs et de notre alimentation. Oui, de toute façon, on devra baisser notre consommation de produits animaux. Ça fait partie quand même, c'est dans l'équation, c'est évident. Et il y a quand même des leviers techniques, hein. On peut réduire la fertilisation, on peut améliorer l'efficacité des tracteurs, on peut améliorer l'efficacité des animaux. On dit juste que ça ne suffit pas. Pour atteindre les objectifs, ça ne suffit pas. Et il faut en plus, effectivement, certainement, en tout cas, dans l'état actuel des connaissances et dans l'état actuel des techniques, ça ne suffit pas. Donc, il faut aussi baisser la production de viande. Et notamment des ruminants, parce que moi je trouve que les œufs et la volaille, mettons un poulet intermédiaire à 40 jours ou à 45 jours, c'est quand même des productions animales qui sont tout à fait efficaces d'un point de vue environnemental et qui sont très riches d'un point de vue nutritionnel. Donc voilà. Il y a les deux. Et d'un point de vue technique, il y a quand même des choses, hein. On peut quand même améliorer l'efficacité. Nous, on a travaillé sur la ferme de Grignon sur un projet de recherche qui s'appelle Grignon Énergie Positive. On a quand même réussi à réduire de 20% environ les émissions de gaz à effet de serre et les consommations d'énergie à niveau de production constant. Donc oui, on peut quand même faire des choses, hein, d'un point de vue technique et scientifique. Merci beaucoup à tous les deux. Est-ce que vous voulez un petit mot de conclusion? Sinon, je laisse la parole à Enza, mais si vous voulez compléter sur quelque chose, n'hésitez pas. Alors moi, juste en 10 secondes, Bien sûr. moi, ça fait un certain nombre d'années que je suis enseignant-chercheur à l'ENSAIA. Et ben, on a les nouvelles générations, elles sont formidables. C'est elles qui nous bougent. Et elles sont aussi très prescriptives. Donc, non, moi je suis assez optimiste. Hein. Alors après, pas totalement naïf non plus, quoi. Donc, et je voulais féliciter vraiment votre action et votre démarche, hein, et vous remercier encore de nous avoir invités ce soir. Alors, Camille, Nicolas, Enza, tout le monde, félicitations à vous. Oui, je me joins aux félicitations de Yves, bien entendu. Et puis oui, je tenais à dire aussi que moi, je suis extrêmement optimiste, hein, parce que déjà, d'une part, on n'a pas le choix. Et d'autre part, je pense qu'on peut bouger de manière très importante. Encore une fois, il faut juste avoir le courage de mettre en place un certain nombre de mesures, quoi. C'est une question de dialogue, disons, de dialogue et de courage, quoi. Merci beaucoup. Je laisse Enza le petit mot de la fin sur la suite des aventures de CB d'Agro. Oui, alors oui, effectivement, déjà, merci beaucoup Yves et Thomas de nous avoir d'être arrivés ici. C'est génial. Et du coup, ouais, je voulais juste vous rappeler, pour ceux qui vont être là peut-être les prochaines fois, que du coup, le lundi 8 novembre, on va parler plus spécifiquement de l'agriculture de conservation et en quoi ça peut représenter une agriculture bas carbone. Et aussi, le mercredi 8 décembre, on va parler des innovations en particulier qui pourraient nous aider à réduire l'impact de notre alimentation. Donc, ne loupez pas ça. C'est le 8 à 19h, ça dure 1 heure. Il y a toujours 30 minutes d'intervention, plus ou moins, et 30 minutes de questions. Voilà, et c'est gratuit et ouvert à tous. Et merci à tous d'être là, d'avoir été là ce soir. Voilà.